Nous accueillons Marie-Félix Cloutier, qui est étudiante à la maîtrise en sciences politiques de l'Université Laval, qui nous parlera d'une typologie pour mieux comprendre l'obstructionnisme climatique. Donc, Marie-Félix est en sciences politiques sous la direction du professeur Alexandre Gaïevic-Saillé. Dans le cadre de son mémoire, elle se penche sur l'évolution du Parti conservateur du Canada sur la question climatique. Ses recherches portent aussi largement sur les liens entre idéologie et parti politique, ainsi que sur les facteurs motivant l'action ou l'inaction climatique au niveau politique. Donc, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous présenter un projet sur lequel plusieurs de mes collègues, dont Annabelle, travaillons. Donc, c'est une typologie sur l'obstruction climatique. Finalement, obstructionnisme, j'ai réalisé que c'était un anglicisme, donc c'est obstruction en français. Donc, en fait, l'obstruction climatique, qu'est-ce que c'est? Il faut que je change ici. C'est toute stratégie qui mène à l'inaction climatique et qui reproduit le statu quo. Donc, c'est un concept qui permet d'aller au-delà du déni, du climato-scepticisme, qui sont plus associés à la croyance en l'existence des changements climatiques. Là, on va aller englober plusieurs stratégies à ce niveau-là. Donc, en fait, le but, c'est de tracer un portrait exhaustif des stratégies discursives d'obstruction climatique. Donc, stratégie discursive, c'est tout ce qu'on retrouve dans les discours, dans les communications qui vont constituer des formes d'obstruction à l'action climatique. Puis, on veut conceptualiser ces formes-là qui sont identifiées dans la littérature scientifique. Donc, on a utilisé une approche qui est plus abductive. On avait certaines hypothèses de stratégies qu'on allait trouver dans la littérature, mais au fil de nos recherches, on a vraiment élargi notre conceptualisation. Donc, on a fait une revue de plus de 100 articles, plus précisément 138, qui mentionnaient des stratégies discursives et des arguments d'obstruction climatique. Donc, on est d'abord commencé avec nos catégories qu'on avait identifiées qui nous ont permis de trouver des mots-clés et ensuite de trouver un vaste éventail de littérature scientifique sur Google Scholar. Puis, en les lisant, on a identifié des nouvelles stratégies qu'on n'avait pas réfléchies auparavant. Donc, on a au fur et à mesure augmenté la taille de notre classification. Puis, on a aussi ensuite utilisé la base de données Web of Science pour avoir deux bases de données. Puis, encore une fois, au fur et à mesure, on a élargi notre typologie jusqu'à finalement double-coder. Donc, chaque article qu'on avait inclus, on a aussi fait une deuxième lecture par une autre personne qui n'y avait pas lu pour être sûr qu'on identifiait les mêmes stratégies. Donc, on s'est vraiment approché d'une méthode systématique sans avoir la prétention et l'objectif de le faire, puisqu'on n'avait pas besoin d'aller voir vraiment tout ce qui avait été fait, mais au moins, on avait un vaste éventail de littérature. Au final, notre typologie, elle s'intéresse uniquement aux stratégies discursives et non aux actions. Il y a un pan de la littérature sur l'obstruction qui s'intéresse plutôt à comment, par exemple, des lobbies vont poser des actions pour miner l'action climatique. C'est pas ça qui nous intéresse. Nous, c'est vraiment ce qui se trouve dans les discours. Puis on s'intéresse aussi uniquement à ce qui mène à l'obstruction et non ce qui la vise. Donc, on ne joue pas au niveau des intentions des acteurs qui vont avoir des intentions dans leur discours. C'est plutôt est-ce que le discours va mener à l'inaction climatique et à l'obstruction. On veut que notre typologie puisse s'appliquer à divers contextes nationaux, mais quand même pas à tous. Il y a certains bémols, notamment des pays du Sud global, qu'on ne considère pas que ça devrait s'appliquer parfaitement. Puis sinon, on voudrait aussi qu'elle puisse s'utiliser sur plusieurs périodes temporelles, donc pouvoir voir l'évolution de l'utilisation des stratégies dans le temps. Donc, voici notre typologie. On la sépare en trois grandes catégories selon la cible de l'obstruction. Donc, il y a le phénomène, l'action climatique et la source. Je vais vous présenter très rapidement chacune des stratégies. Il va falloir que j'aille un peu vite, mais j'ai des exemples dans chaque slide, puis sinon, je pourrais clarifier des choses si ce n'était pas clair. Donc, tout d'abord, il y a l'obstruction du phénomène qui se sépare en trois parties. C'est assez simple, c'est vraiment ce qui est plus lié au climato-scepticisme. Donc, la remise en question de l'existence des changements climatiques.
Sinon, il y a la remise en question de la responsabilité humaine des changements climatiques. On va souvent dire que c'est un phénomène qui est naturel. Puis sinon, la remise en question des conséquences négatives qu'auraient les changements climatiques sur la société, sur nos vies, sur la planète. On pourrait même dire que c'est bénéfique selon certaines personnes. La deuxième partie, on change de cible, puis on s'en va vers l'action climatique. Donc, on passe notamment par le greenwashing et les fausses solutions. Donc, ça, c'est vraiment de promouvoir des solutions qui ne permettent pas la véritable réduction des émissions de gaz à effet de serre. Là, on identifie plusieurs. Donc, le techno-optimisme qui consiste vraiment en faire reposer l'action climatique entre les mains de la technologie puis de rien changer d'autre. Sinon, il y a aussi le déterminisme du marché, de vraiment se dire que le marché va tout régler et qu'il ne faudrait pas donc intervenir. Puis sinon, il y a aussi le verdissement, le greenwashing de certains mots comme les énergies fossiles, comme le charbon, puis d'appeler ça du clean coal, comme Donald Trump fait souvent. Ensuite, il y a aussi le transfert de la responsabilité qui est la mise en évidence des acteurs plus responsables que nous pour nous déresponsabiliser. Donc là, on peut donner la responsabilité à plusieurs acteurs. Ça peut être les générations futures qui vont être plus riches. Ça peut être la Chine et l'Inde qui émettent plus de gaz à effet de serre que nous. Ça peut être les individus, les consommateurs, les industries, les gouvernements, bref, n'importe qui, mais pas nous. Puis, il y a aussi l'excuse du free rider qui est en fait l'idée que si d'autres personnes bénéficient de notre sacrifice, de notre action climatique, mais pas que nous, on n'est pas capable d'en tirer avantage, ben, ils ne pourraient pas agir pour que d'autres en tirent bénéfice. Ensuite, on a la contre-productivité de l'action climatique qui se sépare en plusieurs sous-arguments. Donc, tout d'abord, l'idée que l'action climatique ne sert à rien parce qu'il est trop tard. Il y a aussi que l'action climatique n'est pas une priorité ou qu'elle ne devrait pas l'être. Il y a notamment en fait, des arguments qui vont en fait, justifier qu'on devrait uniquement se concentrer sur l'adaptation et pas du tout sur l'atténuation parce que notamment, on ne voit pas les effets concrets de l'atténuation. Donc, il faudrait uniquement avoir comme priorité l'adaptation. Ça rentre là-dedans. Sinon, il y a aussi le fait qu'on ignore d'autres enjeux qui seraient peut-être plus importants que les changements climatiques. Ensuite, il y a l'idée que certaines mesures climatiques ne seraient pas suffisamment efficientes, donc il ne faudrait tout simplement ne pas les mettre en place. Et enfin, que l'action climatique serait nuisible pour les individus, pour la société, donc qu'il ne faudrait pas les mettre en place. Là, les arguments sont vraiment multiples. Ça peut être au niveau de l'économie, des libertés individuelles, de la démocratie. Bref, on insiste sur les défauts puis des effets négatifs que ça va avoir sur la société. Ensuite, il y a une autre catégorie qui se décline encore en 3 parties, c'est l'imperfection des politiques. Encore une fois, on insiste sur les défauts, mais plus dans comment les politiques ont été mises en place. Donc, notamment le manque de consultation publique. Il y a aussi le manque d'acceptabilité sociale pour justifier la politique climatique. Et enfin, la perfection politique. Donc, il y a toujours un défaut dans cette politique-là. Donc, on va mettre des bâtons dans les roues des projets pour qu'ils ne soient pas mis en place. Je tiens à dire que la catégorie 7 en général, en fait, on pourrait penser que les personnes peuvent avoir des bonnes intentions, puis effectivement, ça peut être pour améliorer les projets les projets de loi, mais en fait, si on s'intéresse uniquement aux résultats, au final, c'est pas les intentions qui comptent, c'est vraiment, selon nous, est-ce que ça va contribuer à l'action climatique ou non, puis de ne pas mettre en place ces projets-là et de retarder leur adoption, ben, on considère comme de l'obstruction. Puis ensuite, il y a l'appel à l'identité qui est à la partisanerie au système. Donc, c'est de faire appel à plusieurs éléments. Ça peut être l'identité. Donc, on associe souvent l'identité américaine aux énergies fossiles. Ça peut être aussi à des éléments partisans. Donc, par exemple, associer l'agenda climatique aux socialistes. Et si nous, on n'est pas socialistes, ben, on est contre l'agenda climatique. Puis sinon, il y a aussi juste la défense du système. Donc, c'est souvent le système capitaliste. Donc, on va vraiment faire un appel à ces éléments-là pour défendre le statu quo et donc l'inaction. Ensuite, on change de cible, puis on va plutôt faire de l'obstruction des sources. Donc, on s'intéresse aux personnes qui vont défendre l'action climatique ou plus largement à toute la science, en fait. Donc, la première catégorie, c'est la crédibilité des acteurs qu'on va attaquer. Donc, ça peut être les scientifiques, les politiciens, les environnementalistes, les médias, les groupes d'intérêt, les élites. Bref, n'importe qui va défendre d'une manière ou d'une autre l'action climatique. Les attaques vont prendre vraiment plusieurs formes, mais au final, c'est vraiment pour attaquer leur crédibilité puis le message qu'ils vont défendre. Ensuite, on dévie juste un petit peu la cible pour s'intéresser plutôt à la science. Donc, on attaque le processus de production de la science. Ça peut être les données, les méthodes, l'existence d'un consensus scientifique sur les changements climatiques qu'on va attaquer. Puis, on va même appeler la science de la junk science. Donc, la science, en fait, elle ne vaudrait pas grand-chose, puis il ne faudrait pas lui faire confiance.
Puis la dernière étape, qui est le point culminant de l'obstruction, c'est le complot, le culte climatique. Donc, ce sera les changements climatiques, la science climatique sera un complot organisé par des acteurs puissants qui cachent de l'information à la population et qui ont des intérêts qui sont aussi cachés. Vous pouvez imaginer plusieurs complots. Au final, il y en a plusieurs qui existent autour des changements climatiques, mais c'est notre dernière catégorie. Donc, en conclusion, on considère que le concept d'obstruction permet de mieux cerner les stratégies qui réduisent l'action climatique. Puis, on souhaite que notre typologie puisse être utilisée dans différents types d'analyses plus empiriques, notamment dans les analyses de cadrage médiatique, des discours politiques, des médias sociaux, bref, tout ce qui a une forme de discours et qui pourrait constituer de l'obstruction climatique. Pour notre part, nous, on s'intéresse par la suite à une analyse de discours à la Chambre des communes, puis on va vouloir voir dans le temps s'il y a eu une évolution de l'utilisation des stratégies, puis aussi de voir si ça a été différentes stratégies ont été mobilisées par différents partis politiques. Puis, si on pense à une évolution dans le temps, on pourrait penser, par exemple, qu'il y a 20 ans, les premières catégories, donc celles plus à l'obstruction du phénomène, pouvaient être davantage mobilisées quand l'existence des changements climatiques pouvait être remise en question. Maintenant, c'est peut-être des stratégies qui sont plus subtiles, qui sont liées à en fait, par exemple, en chambre qu'on va bloquer l'action climatique. Puis sinon aussi, notre typologie permet aussi des analyses comparatives qui sont très intéressantes. Par exemple, si on compare certains pays puis leur utilisation de stratégies d'obstruction, on pourrait penser, par exemple, qu'aux États-Unis, on utilise beaucoup la stratégie 8, donc l'appel à l'identité, puisqu'on associe vraiment l'identité américaine à l'énergie fossile, alors que dans d'autres pays, ça pourrait être vraiment le contraire. Donc, ça peut vraiment être utile autant pour des analyses plus évolutives que comparer entre différents pays et nations. Merci. Merci beaucoup, Marie-Félix. C'est vraiment intéressant de voir tous ces mécanismes un peu de protection, si on veut, quand on a un peu peur des changements climatiques. C'est comme ça que je comprends. Puis merci de rester alerte face et d'alerter un peu tout le monde face à ces mécanismes-là. Nous allons